Salut, je suis Bram Frank et j'aimerais vous montrer dans ce travail certains concepts élémentaires de l'utilisation du couteau. Quand nous pensons à l'utilisation du couteau, nous pensons au combat avec couteau. Mais il ne s'agit pas seulement de cela. Il y a également un usage plus adéquat qui est celui pour lequel on inventa cet outil. Le couteau peut être très utile. Il fut inventé il y a des milliers d'années. Et dès son origine, on l'utilisa pour couper la chair. C'est pour ça qu'on inventa le couteau. Et ce principe n'a pas changé. Nous fabriquons des couteaux pour développer la même fonction qu'avant. On les fait en plastique ou dans d'autres matériaux. Mais l'important, c'est qu'un couteau sert à couper la chair. C'est là son utilité. Mais que se passe-t-il? Les gens parlent d'autres usages du couteau. Souvent, on dit que c'est une arme mortelle, parce que c'est l'image que beaucoup de gens ont du couteau. Ce que je veux vous montrer aujourd'hui, c'est que le meilleur usage d'un outil de ce type est très différent de son usage létal. Je comprends que l'usage du couteau peut être considéré comme une force mortelle. Si nous portons un couteau, nous représentons une menace pour la vie, parce que tout peut arriver. Ce que je veux dire, c'est qu'un couteau peut ôter la vie. Quand vous utilisez un couteau, le meilleur usage, c'est d'essayer de ne pas tuer quelqu'un. Le meilleur usage peut être d'intimider. Et c'est ce que je vais vous enseigner. La manière de faire la coupure précise pour arrêter l'agresseur. Arrêter un agresseur est plus important que le tuer. Les gens mélangent toujours ces concepts. Ce que je vais vous enseigner dans ce travail, c'est à utiliser l'arme de manière à dissuader l'agresseur de faire quelque chose de mal. Ce que je vais vous enseigner maintenant, avec l'aide de Florian, c'est où vous devez diriger le tranchant du couteau. Les gens ont plusieurs manières de tenir le couteau et disent « C'est de cette manière que je m'entraîne au combat au couteau et ça fonctionne ». Ils font la saisie inversée et conservent le couteau en arrière. D'autres disent « Non, il doit être devant ». Ou bien « Je mets mon corps en arrière et mon couteau devant, comme ça ». Le plus important, c'est de ne pas diriger vers moi cette partie qui coupe, pour ne pas me couper. Nous allons voir maintenant, avec l'aide de Florian, une chose que les gens ont coutume de faire. Nous faisons ceci pour bien le tenir, et pour qu'il ne puisse pas bouger le bras vers l'arrière. Pourquoi? Parce que s'il le faisait, il se couperait. Mais comme Florian le sait, ce qu'il ferait, ce serait m'attaquer. Et je pourrais me couper, parce que je ne pourrais pas le parer. Ce serait la même chose si je place le couteau comme ça avec le tranchant vers moi. Je ne pourrais pas le parer. Et si je mettais mon bras comme ça, je pourrais me couper. Si nous adoptions la saisie normale, nous le tiendrons comme ça, mais le problème serait le même. La sortie de Florian, c'est vers moi. Et dans un combat, c'est ce qu'il veut. Si j'adoptais la saisie normale et que je plaçais le couteau comme ça et que je faisais ceci, il ne pourrait pas le parer. Et si je plaçais mon bras au milieu, il me couperait. Ce qu'il faut donc faire, c'est tourner le tranchant du couteau vers l'agresseur. Par exemple, il est curieux de voir que quand vous visez avec un pistolet, le canon est dirigé vers l'extérieur. Personne ne pointe le canon vers soi-même. Je dois diriger le tranchant du couteau vers la personne que je veux couper. Et si Florian voulait m'attaquer, il ne pourrait pas. Et ce serait la même chose avec la saisie inversée. S'il essayait de m'attaquer, il devrait le parer. C'est un couteau en plastique. Il ne lui fait rien au bras. Mais si c'était un couteau réel, dès qu'il le toucherait, il rejetterait son bras en arrière. Il ne pourrait pas s'approcher. En définitive, ce que je veux que vous compreniez, c'est que le tranchant de mon couteau doit être dirigé vers l'extérieur. Je tiens le couteau avec le tranchant vers l'extérieur et généralement, je mets ma main libre en arrière. Et la zone de coupe se trouve du côté de l'attaquant. La zone de coupe, c'est n'importe quelle partie que je pourrais atteindre avec le tranchant de mon couteau. Nous allons maintenant voir comment tenir le couteau. Et peu importe d'où nous sortions le couteau, d'un étui ou de n'importe où d'autre. Il s'agit de voir les types de saisie.
Nous pouvons le tenir en saisie inversée ou en saisie normale. Ça dépend de vous. Si nous extrapolons cette situation, je dirais que normalement, la saisie normale est pour une distance plus longue. Je serai hors de distance et je pourrais le couper. S'il s'approchait de moi, je pourrais aller au-delà de mon objectif. Pour cela, si nous étions très proches, la saisie inversée serait meilleure, car nous pourrions l'atteindre avec un mouvement comme celui-ci. Quand nous faisons ceci dans une situation réelle, nous ne devons pas penser à la manière de tenir le couteau, parce que les distances changent très vite. En outre, la manière de le tenir va dépendre souvent de l'endroit où nous portons le couteau. La saisie inversée s'utilise quand je suis plus près de mon adversaire, alors que la saisie normale s'utilise quand la distance est un peu plus grande. L'important, c'est de comprendre qu'il y a seulement deux saisies de base. La saisie normale et la saisie inversée. Peu importe comment se trouvent vos doigts. La raison pour laquelle je vous parle de ces saisies et des distances sur lesquelles on les utilise, c'est parce que normalement, vous n'aurez pas le temps de vous décider pour l'une d'elles. Le combat est quelque chose de fluide, avec des mouvements continus en arrière et en avant. Je ne peux pas être en train de penser si je veux être en distance longue ou en distance courte, parce que tout changera en un instant, et je n'ai pas de contrôle sur ça. De la seule chose dont je dois me préoccuper dans la saisie, c'est de ma perspective. Parce que bien que je ne puisse saisir le couteau que de deux manières, normale et inversée, quand j'affronte un adversaire qui se trouve dans la même situation que moi, il y a 4 saisies possibles. Il y a ce que nous appelons la saisie identique normale. Nous utilisons tous les deux la saisie normale. Il y a la saisie différente inversée normale, moi en saisie inversée et l'autre en saisie normale. Il y a la saisie différente normale inversée. Il est en saisie inversée et moi en saisie normale. Et nous pouvons tous les deux utiliser la saisie inversée. Ce sont les 4 manières de tenir le couteau en relation avec l'adversaire. Il ne faut pas seulement tenir compte de la propre perspective. Nous avons 4 perspectives de position quand nous utilisons un couteau. La majorité des gens sont droitiers. Pas tous, mais à peu près 90% des gens. Pour cette raison, la position la plus importante est la position standard, main droite contre main droite. La deuxième est la position inversée, où un défenseur gaucher affronte un agresseur droitier. Si je suis gaucher, je dois savoir que 90% des gens sont droitiers. Et si je fais ce mouvement avec mon bras, ce qui serait normal, je me situerai dans cette position peu avantageuse pour moi et il pourrait me couper. Ce que je devrais donc faire dans la position inversée, c'est placer mon bras à l'intérieur pour empêcher son mouvement. La position suivante est l'image du miroir, un gaucher contre un gaucher. C'est la perspective la moins probable. Je l'enseigne parce qu'elle me permet d'enseigner aux droitiers comment se déplace un adversaire gaucher avec le couteau. La dernière position est celle d'envers contre envers. C'est celle où un gaucher agresse un droitier. Cela ne se produira que dans 10% des cas. C'est une position importante, mais pas autant que la position standard. Pourquoi commençons-nous par la standard? Parce que c'est la situation que vous allez rencontrer le plus souvent. Mais aussi parce qu'à l'intérieur de l'avant-bras se trouvent les muscles fléchisseurs, qui sont ceux qui provoquent, par exemple, la fermeture des doigts, ou qui permettent de plier le bras comme ça. Je dois donc parer n'importe quel mouvement de ce type. Si je coupe quelqu'un sur la partie extérieure du bras, il va pouvoir continuer de tenir son couteau. Nous allons voir un peu de cinétique, mais rien d'autre que l'élémentaire. Voici les muscles extenseurs. Ils vous permettent d'ouvrir les doigts. Donc, si je le blesse ici, je l'empêcherai d'ouvrir la main, et il conservera son poing fermé. Donc, si vous coupez à l'extérieur, il n'ouvrira pas sa main. Il est donc important de couper à l'intérieur. Si je suis gaucher et que je me bats contre un droitier et que je fais mon mouvement naturel, qui est de couper par l'extérieur, peu importe ce que je fais après.
il ne pourra pas lâcher le couteau parce qu'il ne pourra pas étendre les doigts. L'objectif le plus important pour nous est donc l'intérieur du bras. Je dois veiller à ce qu'il ne puisse pas utiliser les doigts. Comme ça, il ne pourra pas tenir son arme. Il ne pourra pas me saisir. La seule chose qu'il pourra utiliser, ce sera son pouce. C'est donc ici que je dois couper. Si Florian tenait un autre type d'arme, il n'y aurait aucune différence. Il peut blinder la face externe du bras, protéger son torse. Mais c'est comme ça que fonctionne cette arme. Il ne peut utiliser une protection ici, parce qu'il empêcherait la flexion du bras. Même avec les protections modernes, je peux attaquer ces points facilement. Le chapitre suivant est l'orientation des attaques. Avoir l'habileté d'attaquer les zones qui sont les plus proches de moi. S'il vient vers moi avec force, je peux le contrôler et le couper ici, ou je peux le couper ici. Il faut également tenir compte du fait que l'être humain a 3 armes principales. 2 mains et une jambe. Évidemment, il a 2 jambes. Mais si j'attaque cette jambe, il se retrouve éclopé et n'est plus une menace pour moi. J'ai besoin de 2 jambes pour être en équilibre. Pour combattre, je n'utiliserai que 2 mains et une jambe. Parce que si je le blesse à la main, l'autre main peut fonctionner indépendamment. Mais si j'attaque cette jambe, ses mouvements deviennent très limités. Il y a donc 3 membres dont je dois me préoccuper. Ce que je dois faire, c'est neutraliser mon ennemi. Nous sommes des créatures biomécaniques. Imaginez que les muscles sont comme des poulies. Si nous coupons les câbles, ils ne fonctionneront pas. Si je coupe les poulies, qui sont les articulations, les câbles n'auront plus rien à mouvoir. Nous avons également une espèce de système hydraulique pour faire circuler le sang. S'il n'y a pas assez de pression et que ce système ne fonctionne pas bien, nous ne fonctionnerons pas bien non plus. Essayer de tuer cette personne en la poignardant ici ne va pas fonctionner. Ce n'est pas une garantie de succès. Ce que je dois être capable de faire, c'est annuler ces extrémités. La majorité des gens essaient d'attaquer le corps. Les voyous attaquent le corps. Ils n'attaquent pas les extrémités. Attaquer le corps n'est pas une bonne idée. Je vais vous expliquer pourquoi. Les gens essaient de donner les coups de poing ici, dans la région de l'estomac. Ils essaient de le faire très souvent, ou de poignarder dans la région des reins. Ça nous fait saigner et provoque des dommages à long terme. Mais cela ne va pas nous faire tomber. C'est la raison pour laquelle nous essayons de couper sur la face interne du bras, parce que ça va l'arrêter. Ce que nous allons faire, c'est pratiquer un petit exercice pour que vous puissiez atteindre l'agresseur dans cette zone et éviter qu'il ne vous atteigne. Nous allons maintenant voir une série de mouvements élémentaires. Ce sont des mouvements que le corps réalise de forme naturelle. Quand le corps se déplace, il est conçu pour se déplacer de haut en bas. C'est la chute naturelle du bras. Je le déplace vers l'arrière et je le place à côté de la hanche. C'est la manière naturelle de déplacer le bras vers l'arrière. Des mouvements verticaux. Tous ces mouvements, je peux les faire sans penser. Je les fais automatiquement. On appelle cela des habiletés instinctives. Parce que si je fais ceci, je peux atteindre ou arrêter quelque chose. Comme ça aussi, j'atteins ou j'arrête quelque chose. Je me rejette en arrière ou je protège ma tête. Le corps est conçu pour faire ce type de mouvement. Dans les moments délicats, de pression ou de danger, vous devez donc vous souvenir de ces mouvements. Parce que votre corps est conçu pour les faire. Vous ne devez pas penser à les faire. Une autre chose importante, ce sont les pas. Nous allons faire des mouvements pour faire les pas adéquats. Et l'une des choses les plus difficiles qu'apprend l'être humain quand il est petit. La chose la plus difficile que vous devez apprendre à faire, c'est à marcher. Surtout faire le premier pas. C'est pour cela que les parents sont tout émus en le voyant et disent « Oh mon Dieu, mon enfant a fait son premier pas ». Quand vous êtes petit, c'est une chose très importante. La chose la plus difficile que vous deviez apprendre, c'est à marcher. Nous ne pouvons pas pivoter, ni esquiver, ni sauter. Nous nous entraînons à faire ces choses-là plus tard, parce que la première chose qu'il faut faire, c'est faire des pas. Faire des pas et atteindre des choses avec la même main est une chose que nous apprenons à faire plus tard. Nous tenons quelque chose et nous faisons un pas. Ce mouvement est celui qui nous aide à apprendre à pivoter.
Si nous sommes en train de faire du sport, approche-toi s'il te plaît. Si nous sommes en train de jouer à celui qui touche le premier l'autre à gagner, parfois, on dirait que nous nous sommes touchés en même temps, comme maintenant. Pour cela, on utilise des machines spéciales, comme en escrime, pour voir qui est celui qui a atteint l'autre le premier. Le dommage causé ne compte pas. L'important, c'est de l'atteindre le premier. Dans le sport, on vous dit que la main se déplace et le corps la suit. Dans le combat, c'est le contraire. Le corps se déplace lentement, je dois donc le déplacer le plus rapidement possible pour l'éloigner de la ligne de contact. Parce que la main, qui se déplace plus vite, suit le corps. Maintenant, Darren a son couteau sur mon cou. Si son couteau est sur mon cou et que j'essaie de l'atteindre, je dois sortir de la ligne. Tout ce que je peux faire ici, c'est le poignarder. Et si je le faisais, il me couperait. Déplace-toi de l'autre côté et place le couteau sur mon cou. Si je me déplace comme ça, je crée une ouverture. Maintenant, je suis sur la ligne. Et maintenant, je suis hors de la ligne d'attaque. Merci, Darren. Nous parlons de ligne parce que les attaques viennent habituellement en ligne droite. Et je veux être hors de cette ligne. Et j'y parviens rien qu'en faisant un pas. C'est seulement un pas. Pensez également aux armes à feu. Si quelqu'un vous tire dessus et que vous ne bougez que les bras, il vous touchera. Si vous vous déplacez hors de la ligne, ils ne vous toucheront pas. C'est la même chose avec les couteaux. Nous allons changer de côté. Quand quelqu'un me menace comme ça, je ne dois pas bouger les bras en premier. Ce que je vais faire d'abord, c'est un pas pour sortir de la ligne. Je dois créer une distance. Je ne veux pas qu'il me coupe. Il y a des gens qui font un blocage comme ça et ils lèvent la main comme ça. Si mon idée c'est de lever la main pour me protéger, je ne parviendrai pas à le bloquer s'il continue son mouvement. Au premier contact, il semble que je parviens à l'arrêter. Mais s'il continue le mouvement et allonge le bras, il parviendra à m'atteindre. Mais s'il m'attaque et que je suis hors de la ligne, il va échouer, rien qu'en faisant un petit pas. Parce que ce qu'il veut faire, c'est ceci. Ce que je fais, c'est sortir de la ligne et couper. Le concept à apprendre est très simple. Si vous n'êtes pas ici, ils ne peuvent pas vous couper. Si vous êtes ici, à sa portée, il vous coupera. Il va essayer de me couper et il va le faire lentement. Je vais faire un pas pour sortir de la ligne et je vais placer mon couteau ici. Je ne vais pas essayer de lui couper le bras. Je ne vais pas essayer de lui faire une coupure profonde au bras. Parce que si je fais ceci, fais un mouvement complet s'il te plaît. Fais-le de nouveau. Observez le mouvement de coupe complet. Si j'essaie de le couper en même temps, nous allons couper tous les deux et je ne vais pas l'arrêter. Et si je le coupe, je couperai seulement une petite partie du bras ou sa veste. Maintenant, il a les bras découverts et je peux voir où je coupe. Et avec ce mouvement, la coupure est très superficielle. Si je lui fais une coupure superficielle et que je ne l'arrête pas, il me coupera. Si je rate, je devrais y réfléchir à l'hôpital. Ce que je dois donc faire, c'est placer mon couteau comme ça, tout en faisant le pas. Comme ça, je l'arrête, parce que j'utilise complètement la zone du tranchant pour le parer. Ceci a à voir avec l'usage létal du couteau. La meilleure manière d'utiliser le tranchant du couteau, c'est en le maintenant pendant longtemps en contact avec la zone que je dois couper. Plus le contact est long, plus la coupure sera profonde. Je vais donc le blesser plus sérieusement. Imaginez un film où une épée traverse un bouclier. Ici, c'est la même chose. Plus longtemps le tranchant du contact sera en contact avec son bras, plus profondément il va le couper. Je l'intercepte alors et pour cela, je fais un pas. Et quand je l'intercepte, j'ai tout le temps du monde pour utiliser mon couteau. J'utilise d'abord le couteau et ensuite j'utilise mon bras libre pour contrôler. Je contrôle pour être sûr d'où vient la menace. Le premier mouvement que je fais me permet donc de parer cette attaque, où l'agresseur essaie de me couper le cou.
Je fais un pas pour sortir de la ligne et je le bloque. Je le coupe et ensuite, j'utilise mon autre bras pour contrôler. Le mouvement suivant est celui-ci. Coupure à l'estomac. Je vais passer de ce mouvement à cet autre pour le couper dans l'estomac. Nous avons parlé de perspective et dans cette perspective, le voyou essaie de me couper le cou. Je l'intercepte alors avec une coupe et la perspective change et je deviens l'agresseur. Pourquoi suis-je devenu le mauvais? Parce que maintenant, je veux le couper lui. Ce qu'il peut faire alors, c'est m'intercepter comme ça avec sa main, faire un pas pour sortir de la ligne et ensuite me couper à la main. Nous allons le refaire. Observez quand j'attaque. Il fait un pas en arrière et sort de la ligne et son bras se déplace automatiquement de manière fluide. Tourne-toi pour que la caméra puisse le voir. Il fait comme ça pour créer une barrière pour que je ne puisse pas continuer. Si au contraire, il m'arrêtait ainsi avec la paume de sa main, il ne parviendrait pas à atteindre son objectif. Tout ce que je devrais faire, c'est glisser mon bras en dessous, comme ça. À l'école, ce n'est peut-être pas important. Au dojo, ce n'est peut-être pas important. Dans la salle d'entraînement, ce n'est peut-être pas important. Mais dans un combat réel, s'il me paraît et que je faisais ceci, ce serait une grave erreur. C'est très important. En aucune manière, il ne peut m'arrêter avec la paume de sa main si j'essaie de le couper comme ça. Je glisserai toujours mon bras par-dessous. La chose la plus simple qu'il puisse donc faire, c'est une barrière avec son bras. Observez comment il fait. Ensuite, il me coupe sur la main, en commençant par le pouce et en glissant le couteau comme ça. Il rendra alors ma main inutilisable. Le mouvement qu'il fait ensuite fait de nouveau de lui l'agresseur et il essaie de me couper au visage. Nous allons nous retourner comme ça pour que l'on voit mieux. Il m'attaque et je lève mon couteau pour l'intercepter. Ainsi, j'arrête son mouvement. Et en faisant ceci, je crée une ouverture. Je dois faire attention à sa main gauche, à son épaule et à son visage. Je fais un pas pour placer mon visage dans l'ouverture. Ce que je ne vais pas faire, c'est lever mes mains et ensuite les déplacer comme ça. Cela laisserait ma ligne centrale à découvert. Je ne vais pas non plus lever mes mains et les ouvrir comme ça en faisant un pas en avant. Ce ne serait pas non plus une bonne idée. Ce que je vais faire, c'est faire un pas comme ça. Ce que je vais donc faire, c'est sortir de la ligne. Je le contrôle avec ma main gauche et je suis en position de l'attaquer de nouveau. L'exercice se répète alors. Il fait un pas en arrière, il m'intercepte et essaie de couper derrière en avant. Observez comment il m'attaque et il me coupe à l'estomac. Ce que je veux que vous voyez, c'est que je vais faire un pas en arrière. Si je suis sur sa ligne d'attaque, je vais sortir de cette ligne. C'est la même chose que ce que nous faisions au début, mais en faisant un pas en arrière. C'est la même idée. Quand je fais un pas en arrière, je sors de la ligne. Ce que je fais immédiatement, c'est placer mon bras en dessous, ce qui fait que je tourne automatiquement mon corps. Cela me maintient hors de la zone où il peut me couper. Il y a des gens qui me demandent ce qui se passerait s'ils faisaient le mouvement vers le haut. Ce qui va se passer, c'est que moi, dans la panique, je vais faire ceci. Je vais mettre mes mains comme ça. Le mouvement est celui-ci. Et ensuite, je ferai ceci. Je peux le frapper, le couper ou quoi que ce soit d'autre. Donc, dans une situation de panique, quand il vous attaque, vous pouvez faire ceci pour vous protéger. Une autre possibilité, c'est le parer comme ça, le couper sur la main. Mais ne faites pas ceci. Pourquoi? Parce que dans une situation réelle, il ne vous coupera sûrement pas la main. Dans une situation de panique, si je fais ceci et qu'il se déplace, vous vous couperiez le pouce. Et cela ne doit pas arriver. Ne faites pas ça. N'essayez pas de le saisir avec la paume de la main vers le haut. Ne le faites pas non plus avec la paume vers le bas. Si j'essayais de le saisir, il continuerait le mouvement et me couperait. S'il continue le mouvement, je peux me couper. Ce que je ferai donc, c'est placer mon bras pour intercepter et faire un pas pour sortir de la ligne.
Ainsi, je l'arrête et je le coupe, et j'attaque ici en haut. Il m'intercepte alors, contrôle, et l'histoire recommence. Dans ce cas, je ne peux pas faire un pas en avant pour sortir de la distance. Ce que je fais, c'est me déplacer vers l'arrière en faisant un pas comme ça. S'il y a une situation de panique, je peux le parer comme ça, avec ma main. Mais au lieu de rester comme ça, je fais un pas en arrière et je le coupe avec mon couteau comme ça. Et je dois veiller à bien le couper. Après, il peut me couper à la main et quand il continue son attaque, je pare son attaque verticale comme ça et je le coupe. Au lieu de se référer à telle ou telle coupe pour enseigner cela, numérotez les mouvements pour que les gens apprennent le système plus efficacement. Nous avons une série de numéros très élémentaires pour que les gens puissent ensuite être capables d'enseigner cela. Nous allons le voir. La coupe 1 est le mouvement diagonal descendant. Le 4 est la coupe horizontale. Et le 12 est la coupe verticale descendante. Nous le revoyons. La coupe 1 est la diagonale descendante. La 4 est la coupe horizontale. Et la 12 est la coupe verticale. Je le fais de nouveau. 1, 4, 12. Comme vous voyez, il s'agit de mouvements naturels de notre bras. Le bras tombe naturellement vers le bas. Mon bras se déplace vers l'arrière de forme naturelle. Et ensuite, le bras tombe verticalement de forme naturelle. Ce sont les mouvements les plus faciles pour une personne. Dans un combat, vous pouvez avoir ces mouvements, mais ils sont antinaturels. Mon bras n'est pas fait pour se déplacer comme ça. Mon bras est fait pour aller vers le bas et tourner. Mon bras est fait pour se déplacer comme ça et se porter vers l'arrière sur ma hanche. C'est sa tendance naturelle. Il se déplace aussi verticalement. Tout le monde peut le faire. Nous allons revenir en arrière. Nous sommes dans la position standard, droitier contre droitier, saisie identique au normal. Et maintenant, nous allons voir de nouveau le mouvement 1, 4 et 12. Darren fait le numéro 1 et je me défends. Ensuite, j'essaie le 4 et il se défend et contre-attaque avec le 12. Je me défends et je fais de nouveau le 1. Il m'intercepte alors et m'attaque avec le 4. Je le pare, je le coupe sur la main et j'attaque avec le 12. C'est la base de notre travail. La perspective suivant laquelle je peux travailler est celle qui s'appelle position identique normale. C'est la position standard. Droite contre droite. Bien. Maintenant, je vais être un voyou et mon idée, c'est de l'attaquer par exemple ici. Je pourrais faire la coupe 1 et essayer de le couper à la gorge, ou la coupe 12 pour le couper au visage ou à la poitrine, et continuer de descendre. Ce seraient mes objectifs si j'étais l'agresseur. Si l'agresseur essaie de me faire la coupe 1, je l'attaquerai au bras. Je le couperai sur un muscle fléchisseur. S'il me fait la coupe 4, je n'aurai pas l'occasion de le couper sur les fléchisseurs. Mais je pourrais le couper sur le fléchisseur court du pouce, ici. Ce serait une coupe derrière le pouce, vers les doigts. Je ferai la coupe croisée et je terminerai dans cette zone qui sépare les doigts. Il ne pourra donc plus bien saisir son arme. S'il faisait le 12, ce que je ferais, ce serait l'arrêter ici et ensuite continuer en coupant dans cette zone du bras, vers l'intérieur. Je vais veiller à ce qu'il ne puisse plus bien saisir son arme. Ne vous occupez pas du fait qu'il puisse continuer en déplaçant le bras. Vous devez veiller à ce qu'il ne contrôle plus son arme. C'est son arme qui peut me blesser. La réponse doit donc être une coupe pour le parer. Une coupe ici et ensuite, je réponds avec une coupe ici. Je vais faire attention à ses armes pour qu'elles ne puissent pas m'attaquer et que je puisse le contrôler. Si, comme je l'ai dit, je coupe Rob sur la face externe du bras, cela ne l'empêche pas de me couper. Je coupe comme ça, mais sa main continue le mouvement. Maintenant, nous tournons pour voir la position numéro 4. Si je coupe dans cette zone du bras et du poignet, je ne l'empêche pas de contrôler son arme. Si nous faisons le 12 et que je fais comme ça et que je le coupe à l'extérieur, et ensuite je fais ceci, je ne parviens pas à le parer. Il continue en possession de son arme.
Nous allons nous tourner pour que l'on voit mieux. Nous allons voir de nouveau le 12. Beaucoup d'entre vous ont travaillé avec bâton. Si vous vous souvenez des choses comme le blocage haut, par exemple, également appelé blocage de plafond ou de parapluie, c'est la même chose. Avec une arme d'impact, cela peut sembler être la même chose. Mais en réalité, en travaillant avec une arme blanche, les mouvements sont différents. Quand je bloque, je ne peux pas mettre ma main sur mon couteau, car si je bouge mon couteau comme ça, je me couperai. Si je fais pression comme ça et qu'ensuite je me déplace, je me couperai. Quand vous bloquez avec le couteau une attaque verticale, le mouvement numéro 12, vous devez placer votre main en dessous de votre couteau. Je sais que ça a l'air un peu ridicule, mais si je place la main en dessous du couteau, ce que je fais, c'est la placer derrière le tranchant. Si je fais ce que l'on appelle le blocage de plafond, il semble que ce ne soit pas sûr pour moi. Si vous regardez bien, j'ai ma main devant le tranchant de mon couteau. C'est une question de perception. Le blocage de plafond, qui est un blocage que les gens font quand ils utilisent une arme d'impact, vous met dans une position où vous pouvez vous couper. Dans le blocage de parapluie, je place mon bras en dessous de mon couteau et alors mon couteau et mon autre bras se déplacent dans deux directions différentes. Poursuivons avec cette partie où je vous apprends à ne pas vous couper vous-même. Il ne faut pas bloquer vers la même zone que celle où vous allez déplacer le couteau. Il y a également des gens qui font cela et qui pensent « comme ça, je ne me coupe pas ». Le problème, c'est que Rob est en mouvement et que mon corps change continuellement de position. S'il se déplace comme ça, ma main peut être sur le parcours de mon couteau. Personne ne veut se couper. Nous voulons tous couper notre agresseur. Il y a des gens qui disent « je coupe ici, je ne me coupe pas à la main ». S'il vous plaît, rendez-vous compte que s'il y a un mouvement ici, vous vous couperez à la main. Si vous mettez votre main sur son poignet et que vous essayez de couper son poignet, vous allez vous couper. Vous couperez ce qu'il y a sur la trajectoire vers son poignet. Vous devez éviter de vous couper. J'ai parlé avant du mouvement 4. Ne mettez pas votre pouce ici, parce que pendant l'entraînement, vous n'allez pas vous couper. Mais dans une situation réelle, sous pression, je me couperai sur le pouce. Si je le saisis, si je le contrôle en plaçant ma main ici, je me couperai à la main. Ou bien il se peut que j'essaie de le saisir et que je rate. Et dans la lutte, son bras se retrouve ici et en essayant de le couper, je me coupe à la main. Les gens disent « non, j'écarte ma main ». Mais nous devons continuer le mouvement et placer le couteau sur notre propre main. Donc, en 12, j'ai l'autre main en dessous, loin du couteau. En 1, j'ai ma main loin. Je n'utilise pas ma main, seulement le couteau. Et en 4, ce que nous avons, c'est un sandwich avec le bras de l'agresseur. Son bras sera sur mon bras et mon couteau, parce que je ne veux pas me couper. C'est la meilleure manière d'utiliser l'arme. Il y a des gens qui utilisent des couteaux spéciaux pour marquer l'adversaire et savoir combien de fois nous l'avons coupé. Mais peu importe combien de fois nous le coupons. L'important, c'est que nous ne nous coupions pas nous-mêmes. Si vous voyez une marque de votre propre couteau sur vous, ce serait très mauvais. Vous couper est la pire chose que vous pouvez faire quand vous vous battez contre quelqu'un d'autre, surtout si vous vous battez pour votre vie. Je m'attends à ce que l'agresseur essaie de me couper, et il est possible qu'il me coupe, mais je ne veux pas que cela se produise. Je veille donc à rester sain et sauf, et quand j'essaie de protéger ma propre vie, je ne me blesse pas moi-même. Pour cela, je fais un pas hors de la ligne et je place mon arme ici. Dans la coupe 4, je fais un pas comme ça et je bloque son arme. Dans le 12, je fais un pas vers l'extérieur, comme ça. Toutes ces choses ensemble, en plaçant ma main à l'endroit correct, me garantissent le blocage de son attaque et que je le blesse à la main, de telle sorte qu'il ne puisse pas utiliser son arme et que je me trouve dans une zone sûre. Je vais vous montrer la différence entre le blocage de parapluie et le blocage de plafond. C'est quelque chose de très important.
Les gens qui ont consacré de nombreuses années de pratique aux armes d'impact ne se rendent pas compte que les mouvements ne sont pas les mêmes quand on les fait avec une arme tranchante. Le blocage de parapluie consiste à lever mon couteau comme ça, et ma main vient par-dessous, et ensuite, je fais un pas. En théorie, ce que l'on fait, c'est déplacer les bras de manière circulaire pour ensuite les joindre. Ce que je fais réellement, c'est lever le couteau, déplacer mon autre main par-dessous et faire un pas. Le blocage de plafond est celui-ci. Je lève le couteau, je place mon autre main au-dessus et ensuite, je ne peux pas la déplacer vers le haut. Parce que si je le faisais, je me couperais. Si je faisais ce blocage, la seule direction vers laquelle je pourrais déplacer le couteau, c'est vers l'avant. Alors que si je fais le blocage de parapluie, je peux le déplacer vers le côté, vers l'avant ou vers l'arrière. Si je faisais le blocage de plafond, la seule direction vers laquelle je pourrais déplacer le couteau, sans me couper, c'est vers l'avant. Nous allons utiliser les bâtons pour vous montrer la différence. S'il me lance une attaque au 12 et que je me défends avec un blocage de plafond, mon mouvement sera comme ça. Si je fais un pas en arrière comme ça, il ne se passe rien. Si je me déplace sur le côté, il ne se passe rien. Si je me déplace vers l'avant. Et si j'étais ici, en réalité, ce serait la position la plus sûre. Il ne se passerait rien si je plaçais ma main sur le bâton. Rien du tout. Si je faisais le blocage de parapluie, traditionnellement, j'écarterais mon arme comme ça, avec le mouvement de ma main. Si je le faisais avec le couteau, je ne serais pas non plus près du tranchant. Si j'utilise cette ouverture, observez, je place ma main sur l'espace libre. Si je fais ceci de nouveau, observez comment je le déplace dans la direction opposée à ma main. Si je fais le blocage de plafond, observez comment je place ma main au-dessus du tranchant de mon arme. C'est la différence entre le blocage de plafond et le blocage de parapluie. Si vous faites le blocage de plafond avec un couteau, vous pouvez avoir des problèmes, surtout si vous déplacez le couteau vers vous. Ce que je vais faire maintenant, c'est parler des positions inversées. Nous avons déjà vu la position standard où vous vous placez droite ou contre droite. Très peu de gens savent que mon maître, le professeur Rémi Pressas, fondateur du Modern Arnis, était en réalité gaucher, mais il avait suffisamment d'habileté pour utiliser la main droite. Et je me souviens que lorsque nous nous entraînions, dans certains combats, je le voyais changer le couteau de main. Je me rendais compte alors qu'il était en réalité gaucher. Moi aussi, je suis gaucher en réalité, mais je dois savoir utiliser la main droite, car la majorité des agresseurs sont droitiers. J'ai beaucoup voyagé au cours des ans, et j'ai été dans des endroits où j'ai dû utiliser la main droite, et dans les entraînements, je demandais qui est gaucher, et peut-être que quelqu'un levait la main, mais ensuite, presque tous utilisaient la main droite. J'ai rencontré de nombreux militaires qui m'ont raconté que pendant l'entraînement, les instructeurs leur disaient « Ne vous préoccupez pas, faites-le tout simplement ». La raison pour laquelle les gens ne s'entraînent pas avec la main gauche, c'est parce qu'on ne travaille pas facilement. On ne travaille facilement que lorsqu'il y a une position d'image en miroir, de gaucher contre gaucher. Mais si vous faites les choses avec la gauche au lieu de la droite, rien n'est facile. La raison pour laquelle je l'appelle inversé, c'est parce que, en m'entraînant avec Rémi, il disait aux gens « Ça, c'est à l'envers ». Parce que, par exemple, des choses comme les robinets ou les vis, les gauchers les tournent à l'envers, contrairement aux droitiers. Mais pour moi, ce n'est pas quelque chose de naturel. Dès lors, quand on fait cet exercice à l'envers, on peut se sentir un peu bizarre. Les gauchers le comprennent. Il ne s'agit pas d'être gaucher dans un monde de gauchers. Il s'agit d'être gaucher dans un monde de droitiers. Si vous faites le tapi-tapi du Modern Arnis, gauche contre droite, les gens pensent qu'on fait comme ça pour apprendre à utiliser la droite. Mais c'est exactement le même mouvement que si vous étiez droitier, ce qui signifie que l'on apprend comment être gaucher dans un monde de droitiers. Il s'agit donc qu'un gaucher fasse un mouvement de droitier. Nous allons voir la position identique au normal. S'il fait l'attaque 1 avec la droite, nous faisons ceci.
car avec la gauche, c'est la même chose. Je l'intercepte, je le coupe, je le contrôle. Et ensuite, je fais l'attaque 4. Il l'intercepte et c'est l'attaque 12. S'il le faisait avec la droite, Darren se déplacerait pour le parer. Si je le faisais avec la gauche, son mouvement pour le parer ne serait pas différent. C'est lui le droitier. Quand j'attaque avec le 12, je fais ceci. Certains d'entre vous savent ce que c'est. C'est un blocage de parapluie avec la gauche. Nous pouvons le faire avec la gauche ou avec la droite. Avec la gauche ou avec la droite. La position du couteau n'a pas changé. Observez comment je déplace la main droite par cette ouverture. Je la déplace par l'ouverture et je fais ceci. Et ensuite, je commence l'attaque 1. Ce que je veux, c'est que vous compreniez que ceci est l'attaque 1. Ceci est l'attaque 1 avec la gauche. Les numéros ne changent pas. Il n'y a pas un de ce côté et un de l'autre côté. Vous ne pouvez pas avoir de lettre A. Les gens seraient confus. Pour cela, vous avez le 1, 4, 12. 1, 4, 12. 1, 4, 12. Bien que l'on coupe depuis différents angles, le mouvement est le même. Quand il m'attaque avec le 1, je sors de la ligne et je fais ceci. Je l'intercepte et je l'attaque avec le 4. Il change et me coupe et attaque avec le 12. Je l'intercepte et je l'attaque avec le 1. Ensuite, il m'attaque avec le 4. Ce que je ne ferai pas, c'est ceci. Parce que quand je fais ceci, j'ai le corps près de son couteau. Quand je l'intercepte, j'ai la jambe droite en arrière. Mets-toi ici pour que le voie la caméra. Quand je déplace ma jambe droite vers l'arrière, je déplace également son objectif. Mais évidemment, je ne peux pas le couper à la main, parce que je tiens mon couteau avec la gauche. Ce que je fais alors, c'est couper dans la zone du coude, où il y a plusieurs articulations et nerfs radiaux, pour ensuite essayer une coupe 12. Pour Darren, c'est exactement la même chose, parce qu'il est droitier. Il fait la coupe, fait un pas et je l'intercepte. Le mouvement est exactement le même. Je baisse mon bras, je déplace ma jambe vers l'arrière et je descends mon bras. Quand je fais le pas en arrière, je tourne mon corps comme ça, loin de la portée du couteau. C'est la même chose si vous êtes droitier. Vous faites un pas en arrière et vous abaissez le bras. Le plus important, c'est de maintenir mon corps hors de la ligne. Nous allons voir de nouveau la position inversée. Si le défenseur est gaucher, observez où il coupe. À l'intérieur de son bras, où il faut le faire. Il se déplace et contre-attaque. Alors je le coupe sur la partie interne. Ensuite, je déplace mon couteau comme ça et je fais ceci pour faire l'attaque 1. Quand il contre-attaque avec le 4, je fais ceci pour le parer et je fais l'attaque 12. C'est ce qu'on appelle à l'envers. Je vous dirai de nouveau pourquoi ceci est important. Parce que si vous êtes gaucher, vous devrez savoir comment affronter des agresseurs qui sont majoritairement droitiers. Si j'agissais comme un gaucher né et qu'il m'attaquait de cette manière, et si je faisais ce que fait un gaucher par nature, il se passerait ceci. De cette manière, nous esquiverions son attaque. Cela fonctionnerait s'il n'essayait pas de me tuer. Si j'essayais de l'atteindre et qu'il était très rapide, je ne l'arrêterais pas et il me couperait. Une autre chose que je peux faire, c'est le frapper à l'entrejambe et au visage, et ensuite lui tenir la main. Mais si je rate, il y a une arme avec laquelle il peut me tuer. Et si je faisais ceci depuis ma position naturelle, je pourrais me tromper et il me couperait à la gorge. Si je le faisais avec la main droite comme ça, il l'intercepterait. Je fais donc la même chose, mais en tenant le couteau avec la main gauche. Ce serait la même chose qu'avec la main droite. Je l'arrête et je le coupe. Ensuite, j'utilise l'autre main pour le contrôler et je l'attaque avec le 4. S'il attaque avec le 12, je répète ce que j'ai dit avant. Avec la gauche et avec la droite. Avec la gauche et avec la droite. Avec la gauche et ensuite je fais le 1.
Avec la gauche, on fait donc les mêmes mouvements qu'avec la droite. Avant de commencer avec le mouvement en miroir et avec celui d'envers contre envers, nous allons voir la saisie inversée. Nous verrons certaines choses de cette saisie. J'ai coutume de blaguer dans les stages et de dire que c'est une forme secrète de combat au couteau, pour créer une expectative quant aux choses que nous enseignons. Mais dans ce DVD, nous apprendrons à utiliser certains secrets du combat contre saisie inversée. Dans ce type de saisie, je ne me déplace pas comme ça pour protéger mon couteau, parce qu'évidemment, c'est le couteau qui doit me protéger. À l'esprit des gens apparaît cette image, celle de quelqu'un poignardant avec le couteau, mais ils oublient qu'ici il y a un tranchant. Le tranchant permet par exemple de couper la chair. C'est pour cela que le couteau a été conçu. Nous n'utilisons pas un pieu, ni un pic à glace. Ces objets peuvent être plantés. Mais ceci est un couteau et il a un tranchant pour couper la chair. Si nous le regardons de ce côté, vous pourrez voir que le tranchant se trouve vers le haut. Beaucoup d'entre vous ont vu le film Psychose, où on utilise le tranchant pour provoquer les blessures. C'est ça l'usage approprié du couteau. Le public déclara qu'il était dans une direction erronée. On tourna alors le couteau pour que le public soit content. Mais on ne peut utiliser le couteau de cette manière. Il y a des gens qui disent que c'est comme ça qu'on utilise pour piquer. Mais ce n'est pas correct. Si nous l'utilisons de cette manière, nous pouvons poignarder et ensuite couper avec le tranchant. Le tranchant est tourné vers moi. C'est ça la manière de saisir le couteau. Je connais des gens qui croient que quand on vous attaque, il suffit de poignarder l'agresseur. Si j'essaie de le poignarder et que j'utilise seulement la pointe, et si son bras reste immobile, j'ai la garantie de pouvoir réellement intercepter son bras. Mais s'il bouge, il se peut que je me trompe et que je passe mon couteau par-dessous ou par-dessus. Ce serait une grosse erreur. Mais les gens disent qu'avec un petit coup ce poignard ici, ils arrêteraient un objet en mouvement. Et ils pensent que la seule manière d'utiliser la saisie inversée, c'est le mouvement de marteau. Mais évidemment, je vais également pouvoir couper. Donc, quand il m'attaque, je fais un pas, je sors de la ligne et je tourne mon couteau pour le couper. C'est ça la position du couteau. Ici, nous avons la saisie normale. Ici, la saisie inversée. Donc, quand il attaque, je fais ceci pour le couper. J'utilise le couteau comme ça. Après, je le contrôle comme ça et j'essaie de le couper et je fais la coupe 4. Ensuite, Florian fait le mouvement de la même manière. Il m'intercepte et ensuite il me coupe. Nous allons voir le mouvement de l'autre côté. J'essaie de le couper. Florian part, il met sa jambe en arrière et tourne le couteau pour me couper. Maintenant, nous allons voir la saisie du couteau. Saisie normale et maintenant saisie inversée. Saisie normale et saisie inversée. Il n'y a pas de différence. Il coupe et il essaie la coupe 12. Je l'intercepte, je place ma main sur l'ouverture, comme nous l'avons fait avant, et je fais un pas. Je l'intercepte. Ma main se trouve sur l'ouverture et j'essaie le 1. Florian coupe et contrôle, et attaque. Que va-t-il faire? Il va glisser le couteau. Maintenant, il ne peut pas poignarder. Ce que je vais faire, c'est descendre mon bras comme ça. Hors de situation, les gens n'utilisent généralement pas ceci. Pour couper, simplement je tourne la paume de ma main vers le haut et vers le bas. En réalité, je ne dois pas déplacer mon bras. Je vois des gens qui font ceci et qui disent « Je ne peux pas faire ça ». Il ne faut pas bouger l'épaule. Si je mets ma hanche vers l'arrière, je peux tourner. Je peux le faire des deux côtés. Je peux tourner et couper. Si je pivote avec ma jambe avant tout en déplaçant mon bras, je peux arrêter la coupe 4. Quand il attaque, observez comment je fais la même coupe sur son pouce et sur ses doigts. La même que dans la saisie normale. Saisie inversée et saisie normale. Saisie inversée, saisie normale. Il n'y a pas de différence. Je continue de faire la même chose. Quand je fais l'attaque 12, il la part, met sa main sur l'ouverture et se déplace.
Maintenant, il vient et essaie de me couper avec le 1. Avant, nous avons vu le coup de poignard. Je l'intercepte, je le coupe et je l'attaque. La saisie inversée n'est pas différente de la saisie normale. On dit que la saisie inversée est différente, mais elle ne l'est pas. Je peux donc faire ceci et couper, faire ceci et couper, et également couper comme ça. Couper, c'est faire usage du tranchant du couteau. Ce n'est pas seulement poignarder. Je peux également piquer et couper. Avec la saisie inversée, je peux poignarder et couper. Je peux piquer et couper. J'ai enseigné à utiliser les deux saisies, mais beaucoup de gens, quand ils font la saisie inversée, oublient que ce qui coupe, c'est le tranchant du couteau. Si vous voyez que vous ne pouvez pas bien bouger le bras, déplacez votre jambe vers l'arrière pour sortir de la ligne. Maintenant, vous êtes libre de vous déplacer. Si vous pivotez, vous pouvez le couper. Ensuite, vous pouvez tourner et le poignarder et le couper. Nous le voyons de nouveau lentement. Si je fais le 1, Florian se tourne et me coupe. Et ensuite, il change les pieds pour faire le 4. Et je fais la même chose qu'avant. Je baisse mon bras, je bloque, je coupe et je fais le 12. Il fait le blocage de parapluie, il m'attaque avec le 1, je tourne et je le coupe, et le mouvement continue. Utiliser une saisie inversée, ce n'est pas autre chose qu'utiliser une saisie normale. Il ne faut pas se contenter de poignarder, parce que l'on peut également couper. Pour voir comme c'est facile, vous devez simplement faire ce mouvement. Ensuite, tournez vos hanches. Et vous verrez comment vous pouvez couper en utilisant la saisie inversée. Et quand ils vous attaqueront, vous verrez que vous serez capable de bloquer et de couper. Bloquer et couper. Parce que vous serez habitué à utiliser le tranchant, qui est la partie plus importante du couteau. Nous allons maintenant voir ce qui s'appelle la perspective inégale, où l'un de nous adopte la saisie inversée et l'autre la saisie normale. Peu importe, ce sera la même chose qu'avant. Je tourne pour couper. On peut également prendre le couteau comme ça et couper. Nous allons le voir. Mais pour l'instant, nous verrons ceci. La perspective inégale. La saisie inversée face à la saisie normale. Je tourne, je le coupe et je fais l'attaque 4. Il contrôle, il me coupe et je fais le 12. J'intercepte, je place ma main dans l'ouverture, je fais un pas et je l'attaque avec le 12. Il me coupe et contrôle et fait le 4. Je bloque, je fais un pas et je fais le 12. Il intercepte et il attaque. Il s'agit du même mouvement, mais la perspective est inégale. L'un a la saisie inversée et l'autre la saisie normale. Ça fonctionne de la même manière. L'une des caractéristiques de la lutte au couteau, c'est que, quand je vois de quelle manière mon adversaire tient le couteau, il est trop tard. Si je pouvais le voir avant, le plus intelligent ce serait de s'en courir, au lieu de regarder comment il tient le couteau. Mais quand je suis ici et que je le vois, ça n'a plus d'importance, parce que quand il attaque, je ne peux pas penser à sa saisie. Vous ne pouvez donc pas décider comment vous allez vous défendre ou utiliser quelque chose en fonction de la saisie de l'adversaire. Une fois que vous le voyez, peu importe, simplement vous faites votre mouvement. S'il adopte la saisie normale et que j'adopte la saisie inversée, je peux le couper et je peux continuer. Je peux l'attaquer avec le coup de poignard. Je peux planter mon couteau et couper. Je peux l'attaquer avec le manche ou je peux simplement couper de cette manière. C'est exactement la même chose quand Florian voit que je vais l'attaquer. Il me bloque. Si j'essaie de le poignarder, il me bloque. Si je l'attaque comme ça, il me bloque. Son mouvement est toujours le même. Quand il essaie de m'attaquer, je l'intercepte, je le coupe et je l'attaque. Quand j'attaque avec le 12, je fais ceci. Je l'intercepte, je mets la main sur l'ouverture et je commence de nouveau. Attaque inversée, perspective égale ou inégale, c'est la même chose. La raison pour laquelle nous enseignons tout de la même manière, c'est parce qu'il se peut qu'il y ait un étui
prêt à sortir le couteau avec la saisie inversée. Il se peut qu'il ait un étui, prêt à sortir le couteau avec la saisie normale. Il se peut qu'il ne puisse que sortir le couteau comme ça, en saisie inversée. Un civil peut avoir l'étui qu'il veut. Un professionnel doit avoir l'étui que le département ou l'entreprise lui indique. Il se peut que vous ne puissiez pas le placer à votre manière. Une autre raison pour laquelle j'enseigne à manier la gauche, ce n'est pas seulement pour faire l'exercice à l'envers, mais pour le cas où l'on vous donnerait une ceinture ou un étui où vous ne pouvez que sortir le couteau avec la gauche. Si votre première arme est un pistolet ou une autre arme semblable que vous utilisez avec la droite et que vous devez utiliser une deuxième arme, vous devez savoir le faire. Pour cette raison, le revers est important et peu importe le changement de saisie ou votre manière de tenir le couteau. Ce que nous avons vu jusqu'à présent, c'est ce que j'appelle le triangle de côté qui est l'attaque 1, 4, 12. Voici le 1, voici le 4 et voici le 12. Vous pouvez voir le triangle. J'ai le mouvement vertical, le mouvement diagonal et le mouvement horizontal. Mais j'ai seulement appris à couvrir une partie du cadran. Et ce qui se passe, c'est que d'une certaine manière, je dois couvrir la ligne supérieure. Ce que nous avons fait s'appelle 1, 4, 12, ligne basse. Parce que je coupe en bas, et ici je coupe également vers le bas. Ce que nous allons faire maintenant, c'est ce que nous appelons 1, 2, 2. C'est ce qui s'appelle un pont de connexion. Avec le pont, je veux couvrir la ligne supérieure. Pour couvrir la ligne supérieure, il faut utiliser des mouvements entraînés. Quand nous couvrons la ligne inférieure, ce que je fais, c'est couper vers le bas. Automatiquement, je coupe comme ça, et ensuite je coupe horizontalement. Je peux faire ces mouvements naturellement. Mon corps est conçu pour les faire. Nous allons maintenant voir le pont de connexion pour couvrir la ligne supérieure. Les mouvements antérieurs ont été vers le bas, en dessous de son bras. Quand nous commençons avec ça, je ne fais généralement pas le premier mouvement et hors contexte, sans être dans une situation de combat. Ce premier mouvement semble ridicule. Nous allons maintenant nous retourner pour que la caméra nous voie. Ce qui se passe maintenant, c'est qu'il m'attaque au visage. Si j'essaie de placer ma main devant pour me protéger, ce qui se passera, c'est que ma propre main sera lancée contre mon visage. Je frapperai mon visage ainsi. Si je place ma main comme ça, il me blessera et en outre, je n'arrêterai pas son attaque. Il est très dur de voir comment quelque chose se dirige vers mon visage. Alors, hors contexte, ce que je ferai, ce sera écarter son bras comme ça avec mon couteau. Et maintenant, vous pouvez voir mon autre main qui vient par en bas. Je fais comme ça et ensuite je l'attaque de cette manière. Il m'attaque alors. Je fais un pas vers l'extérieur et je dévie son attaque. Je laisse ma main se déplacer naturellement. Maintenant, nous le voyons d'ici. Je dévie son bras et je lève mon autre main. Observez la suite. Je lève mon autre main, je le contrôle et ensuite je fais la coupe numéro 2, qui se fait à l'envers du numéro 1. Il me bloque et me contrôle. Et ensuite fait le 2, comme ça. Et maintenant, vous vous demanderez, comment fait-on le 2? On le fait comme ça. Comme ça, c'est le 1 et comme ça, c'est le 2. Par exemple, ça c'est le 1 et le 2 c'est dans la direction contraire. Quand il fait le 2, il tient ma main. Et maintenant, nous allons voir un autre mouvement qui est hors de contexte. Puis-je lever cette main? Évidemment, je ne peux pas, parce qu'il me tient. Beaucoup de gens font ceci. Ils écartent leurs mains. Et si le camarade ne les tient pas, simplement, ils tournent et coupent. Cela semble très facile. De fait, ils tournent et coupent et ensuite font ceci. Mais dans la réalité, ils tendraient ma main. Que dois-je faire? Je dois protéger mon visage. Alors, pour utiliser la main du couteau, je fais un pas et je tourne. Pour ça, c'est hors de contexte, comme le premier. Quand je suis ici, Darren a son autre main en bas, pour me contrôler. Mon couteau est alors perpendiculaire à lui, et ce que je vais essayer de faire, c'est de le poignarder au visage. Souvenez-vous que nous avons commencé ainsi l'exercice.
Il essayait de me poignarder au visage, mais il ne pouvait pas. Maintenant, je suis celui dont le couteau est perpendiculaire et j'essaie de le poignarder au visage. Et Darren sait comment écarter mon couteau quand je vais vers son visage. Ça, c'était le 1. Il le dévie et contre-attaque avec le 2. N'essayez pas de placer votre couteau ici d'abord, parce qu'il a l'avantage. J'arrive jusqu'ici et Darren jusqu'ici. Alors, je suis perdu. La première chose que je dois faire, c'est le parer. Je tourne alors et je coupe avec mon couteau et j'essaie l'attaque au 2. C'est ici que je le contrôle. Et comme le mouvement est hors de contexte, il lève son bras pour parer mon attaque et me contrôle alors. Il déplace son couteau vers le haut, fait un petit pas vers l'arrière et voici le mouvement pour couper. Il est alors en position de m'attaquer au visage. Et maintenant, je déplace ma main parce que je suis en train de parler. Mais normalement, je la tiens ici en bas pour le contrôler. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est faire un pas et dévier son attaque. Je pourrais utiliser cette main pour l'attaquer au visage, par exemple. Mais ce que je fais, c'est le dévier comme ça et l'attaquer avec le 2. Il le part et ici vient un mouvement important. Observez, il tient mon poignet. Et s'il essayait de couper à l'endroit où se trouve sa main, il se couperait les doigts. Il descend donc sa main vers mon coude. Ainsi, il me contrôle et ensuite il m'attaque au visage. Nous allons tourner pour que le voie la caméra. Il me tient et je ne peux pas bouger mon bras. Ce serait un levier contre un levier. Mais je peux tourner mon couteau. Voici ce que je fais pour tourner le couteau vers le haut. Quand je tourne mon couteau et que je fais un pas, je déplace les hanches comme ça, et je suis prêt pour le poignarder au visage. Il me dévie alors et fait l'attaque 2. Je le pare, je le coupe et je fais l'attaque 2. Il m'intercepte et m'attaque de nouveau. On fait ce mouvement sur la ligne supérieure. Ceci nous donne un pont de connexion entre le triangle de la ligne inférieure et la ligne supérieure. Cela me permet d'avoir les bras en haut. La ligne supérieure, c'est n'importe quoi au-dessus de son bras. Mais mon maître avait coutume de dire que si je pouvais contrôler le 1, 2, je pouvais faire beaucoup plus de choses, mais qu'il fallait d'abord contrôler le 1, 2. Il faut se rendre compte qu'il y a un deuxième 2 dans le mouvement, parce que nous avons 1, 2, 2. Je tourne et je coupe et je fais 1, 2, 2. 1, 2, 2. Dès lors, le mouvement de base est juste au-dessus. C'est ce que l'on appelle un pont de connexion. 1, 2, 2. La raison pour laquelle c'est un pont de connexion, c'est parce que je peux aller à la ligne supérieure et à la ligne inférieure. Il y a des gens qui me disent que ce n'est pas réel. Voyons. Dans la position 1, nous ferions ceci. Ce serait en bas. Et s'il attaquait que je faisais ceci, ce serait la ligne supérieure. Dans la position 1, je pourrais faire 1, 4, 12. Et dans la position 1, je pourrais aller à la ligne supérieure. Je pourrais donc le poignarder et il ne se passerait rien. Ce ne serait pas une erreur. Tout dépend d'où je veux attaquer. Je peux passer de supérieur à inférieur. Et si vous êtes capable de ça, vous êtes près du chaos. Je ne l'ai pas dit avant, mais le combat est un chaos. On ne peut enseigner le chaos, c'est impossible. Mais vous pouvez enseigner à ordonner le chaos. Il est important que les gens apprennent par petites parties. Nous parlons pour cela de groupes de 3, comme le 1, 1, 2, sans oublier les lignes. Nous devons travailler comme nous le pouvons pour organiser le chaos. Si vous voulez enseigner le chaos à des gens qui se battent les uns contre les autres, vous devez leur enseigner à faire des choses naturellement. Organiser le chaos signifie savoir que j'ai 3 réponses de base. Je peux avoir une réponse entraînée. Il se peut que ce soit la correcte ou pas. Il se peut que ce ne soit pas une réponse naturelle ou que ce soit quelque chose que je ne suis pas habitué à faire. Je peux avoir une réponse naturelle, quelque chose que je fais de manière automatique.
Ça peut également être une réponse entraînée, et ça peut être la réponse correcte. Ensuite, il y a la réponse correcte, qui peut être une réponse que vous vous soyez entraîné à donner, ou une réponse que vous donnez naturellement. Nous allons essayer de veiller à ce que la réponse que vous donniez soit la correcte, et dans la plupart des cas, que ce soit une réponse naturelle, c'est-à-dire que vous ne vous soyez pas entraîné à la donner. Ce que je suis en train d'apprendre ici, c'est à répondre à une attaque sur la ligne inférieure ou sur la ligne supérieure. Si c'est sur la ligne supérieure, Darren déviera mon attaque et ensuite il m'attaquera. Je lui ai enseigné à répondre à cela. Si c'est sur la ligne inférieure, je dois apprendre à l'intercepter et ensuite répondre et donner une réponse qui soit correcte et la plus naturelle possible. En faisant le 1-2-2 et le 1-4-12, je peux me déplacer en haut ou en bas dans une position sûre. Elle est sûre pour ce que j'ai dit avant, et c'est là la base du programme d'entraînement. Si vous vous êtes entraîné pour le chaos, vous serez prêt à enseigner aux autres. Cela veut dire que si je fais ceci pour l'attaquer sur la ligne inférieure, mon camarade sera capable de répondre. Et si en revanche je l'attaque en haut, il saura ce qu'il doit faire. Nous pouvons essayer de chercher un mouvement unique, mais il n'y en a pas. Nous voyons toujours des choses qui peuvent se passer. On travaille toujours avec des suppositions. Quand nous travaillons la ligne supérieure, nous voyons ce que nous appelons l'attaque au-dessus du bras, dans une situation de revers, que ce soit avec la lame ou avec le manche du couteau. Nous pouvons également apprendre que faire si nous affrontons un gaucher. Parce que si je faisais ceci, l'attaque 2 qu'il me ferait serait la réponse naturelle d'un gaucher. C'est ce que nous verrons plus loin. Ce que je veux que nous voyions maintenant, c'est que je peux faire le 1-4-12 ou le 1-2-2. Ici, on a le 1, ici le 4 et ici le 12. S'il fait le 4, je lui coupe la main et je fais le 12. S'il fait le 1, j'intercepte et je fais le 2. Nous changeons de direction et nous attaquons par en haut. Et si nous sommes en haut, observez comme il est facile pour moi de faire ceci et de l'attaquer en bas. C'est pour cela que ces exercices sont conçus, pour comprendre la ligne haute et la ligne basse, et pouvoir nous déplacer entre les deux. Peu importe les positions, peu importe les saisies. La seule chose que nous faisons, c'est ligne supérieure, ligne inférieure, et peu importe. Peu importe que nous fassions une saisie inversée ou une saisie normale. Peu importe que la position soit celle de votre adversaire. Nous avons le triangle d'un côté et le pont de connexion. Nous allons continuer le programme. Nous allons maintenant parler du 2-3-12. C'est le mouvement opposé au 1-4-12. Série 2, 3, 12. Il s'agit de l'autre côté du triangle. La réponse naturelle pour ce mouvement croisé serait de déplacer la main vers le bas. C'est un mouvement horizontal et ensuite vertical. Ce serait la manière la plus facile. C'est 2, 3, 12. C'est le mouvement opposé à 1, 4, 12. Quand Rob vient et me fait une attaque 2, je le coupe, je le contrôle. Dans le 1, 2, 2, nous attaquions sur la ligne supérieure. Mais dans ce cas, nous coupons vers le bas pour ensuite faire l'attaque numéro 3. Il m'intercepte alors, met sa jambe en arrière, me coupe sur le bras et m'attaque avec le 12. Je le bloque comme ça, comme dans le 1, 2, 2. Je le saisis, je l'écarte comme ça et je l'attaque avec le 2. Et c'est ce dont nous parlions avant. Peut-il bouger son bras quand je le saisis? Sa première réponse, c'est essayer de me poignarder, mais il ne peut pas. S'il était libre, tout ce qu'il devrait faire, c'est tourner la main et couper. Mais ce qu'il fait, c'est parer mon attaque avec son autre main, tourner son couteau, faire un pas et me couper. Maintenant, il peut me faire l'attaque numéro 3. Quand il m'attaque avec le 3, je le pare, je déplace ma jambe gauche vers l'arrière, j'attaque son bras armé et je fais l'attaque 12.
Il me bloque, écarte mon bras et fait le 2. Il me tient et m'empêche de bouger. Les gens essaient de lever le bras. La seule chose que vous faites, c'est collaborer avec l'agresseur quand vous levez le bras, parce que ce bras est bloqué et ce que vous devez faire, c'est parer son attaque. Je tourne alors mon couteau et je le coupe comme ça. Je fais alors l'attaque 3 sur la ligne inférieure. Il la pare, me coupe et fait l'attaque 12. Je le pare, je fais un pas et je l'attaque avec le 2. Il le pare et attaque avec le 3. Je fais un pas pour sortir de la ligne. Je le pare et je le coupe et je tiens son bras en sandwich. Je l'attaque alors avec le 12. Il se passe de nouveau la même chose. Il me tient. Je ne peux pas lever mon bras, mais je peux tourner comme ça mon poignet. Nous devons alors faire la même chose que ce que nous faisions dans le 1-2-2. Je le pare ici, je contrôle et je le coupe. Et ensuite, je l'attaque sur la ligne inférieure. Si je voulais l'attaquer sur la ligne supérieure, comme dans le 1-2-2, je ferais ceci. Mais maintenant, je suis en 2-3-12. Il coupe et fait le 12. 2-3-12. C'est de l'autre côté. Voici 2-3-12. Il faut l'apprendre une fois que l'on connaît le 1-2-2. Parce qu'avant d'attaquer sur cette ligne inférieure, je dois bien me débrouiller sur la ligne supérieure. Parce que cela me permettra de mieux comprendre ce que je fais en 2-3-12, que c'est le contraire de 1-4-12. Voici 2-3-12. Sur la ligne supérieure, j'attaque par en haut. Si j'attaque comme ça, par en bas, c'est le 3. Il contrôle et attaque avec le 12. Je le pare alors. C'est la même chose que quand nous faisions le 4, mais maintenant je fais le 2. Pour comprendre cela, il faut savoir répondre au 1, 2, 2. Il tourne et coupe. C'est l'idée de base. Nous avons 1, 4, 12, 2, 3, 12 et 1, 2, 2. Nous avons le lot complet. Nous pouvons nous déplacer dans différentes positions, sur la ligne inférieure, sur la supérieure ou sur les deux. Quand vous montrez cela et que quelqu'un vous dit « Ah, ça, ce n'est pas le 1 », c'est qu'il s'est rendu compte que c'est l'attaque au visage. Maintenant, Darren et Florian vont venir et vont faire un combat mixte où on va voir toutes les attaques sur la ligne supérieure, sur l'inférieure, le 2-3-12, le 1-4-12 et le 1-2-2. Nous allons voir cela en action. Ce que je vais vous enseigner maintenant, c'est ce que vous pouvez déplacer librement depuis différentes positions. S'il fait l'attaque 1, que nous avons déjà vu, je peux l'attaquer sur la ligne supérieure ou sur la ligne inférieure. Après avoir fait le 4,
Je peux faire le 12, ou je peux faire le 2. C'est un point que je peux changer. En 12, c'est plus difficile parce que je n'ai pas de temps. Il y a des gens qui disent que l'on peut changer comme ça. Si je n'avais pas d'opposition et que je pouvais faire ce blocage, au lieu de celui du parapluie, si vous êtes suffisamment rapide pour changer le poignet de position, vous pourriez le faire. Mais personnellement, je crois que c'est difficile, parce que je dois protéger mon visage, et je ne peux pas m'occuper de changer le poignet. Dès lors, le mieux, c'est de faire le blocage de parapluie, parce que je peux mieux me protéger avec les mains. Quand je me déplace vers lui, je dois le couper par ici, qui est mon objectif. Mais quand nous faisons le 2, nous coupons à l'extérieur. Mais ce que je fais, c'est glisser le couteau comme ça par l'intérieur. Donc, je ne le coupe pas sur le bras par l'extérieur. Observez comment je glisse mon couteau par ici pour faire la coupe sur la zone intérieure. En 2, 3, 12, quand j'essaie de couper comme ça, Darren peut me faire une bonne coupe ici. Et quand il attaque avec le 12, je l'intercepte ici et j'attaque avec le 2. Il glisse alors son couteau pour me couper et m'attaque. Je le pare. Si je mets ma hanche en arrière, j'ai de la place pour le couper sur le bras par ici et je l'attaque. Nous revenons alors au point où mon bras est retenu et je ne peux pas le bouger. L'important, c'est que votre partenaire soit bon. Faire correctement cette partie de l'entraînement est important. Il est également important, quand votre camarade vous saisit, de ne pas résister à la saisie, parce que pendant ce temps-là, il a l'arme entre les mains et il va vous blesser avec elle. La première chose, c'est parer son attaque. Il y a des gens qui me demandent comment je la pare, avec la paume vers l'intérieur ou vers l'extérieur. Le mieux, c'est avec la paume comme ça, parce que de cette manière, je peux toujours tourner la main. Il continue de tenir cette main et je tourne mon bras vers le haut. Je tourne ma main vers le haut. Il se peut que je ne puisse pas lever mon bras, mais je peux lever mon couteau. Nous le coupons alors sur le bras. Nous le coupons comme ça chaque fois. C'est comme le 2-3-12 et le 1-4-12. Il fonctionne mieux. Quand quelqu'un vous tient, n'essayez pas de vous libérer. Tournez le couteau et coupez-le. Si vous êtes en train de vous battre contre votre adversaire et que vous voyez que quelque chose se déplace vers votre visage, n'essayez pas de lâcher la main que vous saisissez. Utilisez l'autre main pour vous protéger et ensuite, essayez de le couper. Tant que je peux lever mon couteau comme ça et le couper, tout ira bien pour moi. Mais que se passe-t-il s'il me saisissait ici? Au lieu d'essayer de me libérer, ce que je ferai, ce sera bloquer le couteau avec lequel on m'attaque. Peu importe s'il m'attaque avec la pointe du couteau, avec le manche ou avec le tranchant. L'important pour moi, c'est d'arrêter l'attaque. D'ici, je peux utiliser mon couteau pour le couper et me libérer, parce que je pourrais le faire. Mais si j'essaie de me libérer et de le couper, ce qui va se passer, c'est ceci. Ce serait un match nul. C'est inacceptable, parce que nous perdons tous les deux. Je dois veiller à ce que ce soit lui qui soit blessé, et pas moi. L'idée principale de ceci, c'est qu'il se peut que vous soyez tous les deux blessés. Il n'y a pas de manière de vous garantir qu'avec ce que je vous enseigne, vous ne soyez pas blessé. Ces mouvements servent avant tout à vous sauver la vie. Nous allons voir les mouvements. Quand il m'attaque, si je suis désarmé, je fais la même chose face à ses attaques. Il s'agit d'agir comme quand nous avions le couteau, mais à main nue. C'est comme si j'avais le couteau, parce que ce que je dois faire, c'est intercepter son attaque et ensuite contre-attaquer. Il continue son attaque et je fais exactement la même chose qu'avant. Il s'agirait simplement d'avoir la mentalité de lutter à main nue. Il s'agit de bloquer et de frapper. Si j'essayais de me déplacer autrement, je serais blessé.
Il n'y aura donc pas de différence dans mon mouvement. On fait comme ça avec le couteau et comme ça sans couteau. Évidemment, mes objectifs seront les mêmes, mais je n'aurai pas l'efficacité de mon arme. Je ferai donc ceci comme ça, et ensuite, j'essaierai de sortir mon arme. Il se peut que je tente de le faire au premier mouvement. Il se peut que je tente de le faire au quatrième, mais j'essaierai de sortir mon arme. Et peu importe si vous êtes armé ou désarmé, les mouvements sont les mêmes. Nous avons laissé de côté le mouvement miroir et le mouvement inversé contre inversé. Nous allons les voir maintenant. Dans le système d'enseignement que nous utilisons, la première chose que nous enseignons, c'est à faire les mouvements 1, 4, 12 qui sont les plus importants. Les deuxièmes les plus importants sont le 1, 4, 12 inversé. Ensuite, nous enseignons le 1, 2, 2 pour compléter le pont de connexion et finalement, nous terminons avec le 2, 3, 12. Nous allons maintenant passer de la position standard, avec saisie égale normale, à la position d'image en miroir. Souvenez-vous quelle était la position standard, tous les deux avec la main droite. C'est la manière standard. Si vous faites cela mais de l'autre côté, vous avez ce que l'on appelle une image en miroir. Ça veut dire que nous avons la même saisie que lui, sauf que tous les deux avec la main gauche. Il n'y a pas de différence. Nous allons faire le 1, 4, 12, seulement que de point de vue d'un gaucher, comme si nous étions dans un monde de gauchers. Quand il m'attaque comme ça, comme si c'était un numéro 1 normal, mais avec sa main gauche, je fais la même chose qu'avant. Je bloque, je coupe et j'attaque. Il me part avec le 4 et fait l'attaque 12. Et je le pars également avec le blocage de parapluie, mais maintenant comme si j'étais face à un miroir. C'est pour cela que l'on appelle image en miroir. Je fais donc l'attaque 1. Voici le 1 de l'image en miroir. Ça n'a pas d'importance pour lui. Et je vais vous montrer pourquoi. Je fais un pas en arrière et je fais le 12. Il m'attaque alors avec le 1. Nous allons voir cela autrement. Son 1 va dans la même direction que mon 2. Mais ce n'est pas la même chose que dans la réalité. Dans la réalité, je ferai un 2 comme ça. Mais c'est une image en miroir. Autrement dit, nous le voyons depuis le point de vue d'un gaucher. Si nous le regardions dans le miroir, voici ce que nous verrions. Florian serait mon miroir si j'étais droitier. Si je traversais le miroir, je verrais un truc comme ça. Mais nous allons maintenant le voir de l'autre côté. Sur l'image en miroir, ceci est un mouvement naturel de gaucher. Ce serait son numéro 1. Pour les droitiers, qui sont majoritaires, ce serait un 2. Mais maintenant, nous allons continuer de faire les attaques de l'image en miroir. Il me lance le 1 de l'image en miroir, je le pars alors et je lui lance le 4 de l'image en miroir. Je le pars alors et je lui lance le 12 de l'image en miroir. Nous le faisons comme ça, lentement, pour que vous puissiez observer comment ça fonctionne. Cela nous permet de savoir comment on le ferait dans un monde de gauchers. Le plus important de cela, c'est ce que j'appelle envers contre envers, parce que c'est une situation que vous pouvez rencontrer. Je suis le bon et je suis droitier. Et il est l'agresseur et il est gaucher. Il m'attaque et quand il m'attaque, je dois apprendre à le couper et à contre-attaquer. Et je le pars. Je contre-attaque. Maintenant, je fais l'attaque au 12. Quand il attaquera, je ferai comme si c'était un 2. Parce que je ferai le 2, 3, 12. De son point de vue, en tant que gaucher, ce serait le 1, 4, 12. Il est gaucher, c'est sa position naturelle. La raison pour laquelle nous avons laissé ceci pour la fin, c'est parce que je dois faire 2, 3, 12 pour me défendre de ces attaques. Quand je me déplace, je continue de faire mon mouvement naturel. Pourquoi? Parce que c'est ce que je sais du 2, 3, 12. Dès lors, inversé contre inversé, ce serait comme ça. Quand il m'attaque, il fait l'attaque numéro 1, qui pour moi serait le 2. Mais dans sa perspective, la réponse naturelle d'un gaucher serait celle-ci. Et ce que je fais, c'est le parer, le couper et contre-attaquer. Il m'attaque avec le 12 et je l'intercepte. Alors je l'attaque comme ça.
Je fais le 2, 3, 12 et il fait l'image en miroir, le 1, 4, 12. C'est de la dernière version dont je dois me préoccuper si je suis le bon. Les possibilités d'affronter un gaucher sont de 10%. Observez comment le mouvement 1 de l'image en miroir est le même que le mouvement 2 d'un droitier. Tout dépend de la perspective. Ce n'est pas une science exacte. Alors inversé contre inversé signifie que l'agresseur attaque avec la gauche et que le défenseur utilise la main droite. Inversé contre inversé, c'est utiliser la droite contre une attaque avec la gauche. Mon mouvement, change le couteau de main et fait 2, 3, 12. Mon mouvement n'est pas différent de ce qu'il fait, qui est le 2, 3, 12. Le mouvement inversé contre inversé est une variante du mouvement inversé où s'affrontent des mouvements opposés. Ce n'est pas la même chose. Nous faisons alors le 1, 3, 12. Ici, on a le 2, 3, 12. 2, 3, 12. Florian attaque avec la gauche et l'image en miroir et réalise les mouvements 1, 4, 12. Et comme je suis droitier, je fais comme ça. 2, 3, 12. 2, 3, 12. Il n'y a pas de différence. Tout ce que nous faisons dans ce travail, c'est pour que vous appreniez qu'il y a seulement 4 perspectives différentes. Nous pouvons adopter les positions suivantes. Standard, droite contre droite, inversé, gauche contre droite, image en miroir, gauche contre gauche. Nous pouvons être inversé contre inversé, droite contre gauche. Il y a seulement 4 positions différentes. Pas 100 ni 1000, seulement 4. En fonction de comment nous saisissons le couteau, nous avons position identique avec la saisie normale. Nous pouvons avoir la saisie différente, saisie normale contre inversée. Nous pouvons être comme ça, inversé contre normal. Ou nous pouvons être tous les deux en saisie inversée. Il y a seulement 4 manières de se placer suivant la manière dont nous saisissons le couteau. Et celle-ci, multipliée par les 4 autres, cela fait 16, pas 100 ni 1000, 16. En tout, il y a seulement 16 possibilités et 2 d'entre elles vont se produire plus souvent que n'importe quelle autre. Celles qui vont se produire le plus souvent sont la standard et l'inversée. Et les moins fréquentes sont celles de l'image en miroir et inversée contre inversée. C'est comme ça. Mais peu importe ce que je dis, il y a toujours quelqu'un qui peut venir et dire « Je crois que ce n'est pas vrai ». J'ai fait des stages pour militaires et j'ai demandé « Combien y a-t-il de gauchers ici ?» Et ils levèrent tous la main. J'ai alors dit au commandant « Très drôle, mais combien de gauchers y a-t-il réellement ?» Et ils levèrent tous la main. C'est un cas exceptionnel, parce que normalement, les gens ne savent pas agir comme un gaucher. Parfois, c'est la loi de Murphy et vous vous trouvez dans une classe de gauchers qui ruine tous vos projets. Je n'avais jamais vu cela avant et je ne l'ai jamais revu, mais cela arriva. Il est pour ça nécessaire d'avoir une perspective et de comprendre comment utiliser le couteau contre un gaucher et un droitier et pouvoir mélanger les méthodes. Il est important de connaître toutes les perspectives. On organise ainsi le chaos. Quelqu'un vous attaque de manière inattendue. Quand vous utilisez une arme coupante, tout peut être inattendu. Nous allons maintenant voir travailler Florian et Robert. Si vous regardez bien, Florian a un pistolet bleu qui sera sa première arme. De l'autre côté, il y a un couteau qui sera son arme secondaire. Il va être plus difficile pour lui de saisir son couteau, parce qu'il va devoir croiser les bras. Pour ça, il va sortir sa première arme, qui est du côté le plus accessible. S'il voulait saisir son arme avec la gauche, il devrait utiliser la saisie inversée. C'est à cela que je me référais quand je disais que la manière de saisir une arme dépend de la manière dont elle est placée. Nous allons maintenant voir un combat au corps à corps où Florian peut utiliser le pistolet et le couteau et où Rob a un couteau. Nous allons le voir.
Nous allons d'abord voir l'application de 1.4.12 avec arme à feu. Nous allons expliquer l'exercice et comment il faut faire quand il s'agit d'une situation réelle. Maintenant, il m'attaque de la même manière que dans l'exercice précédent. Il attaque avec numéro 1, je sors mon arme et je dois parer son attaque. Si je tire simplement dessus, il va me couper les doigts de toute manière. Alors, tout comme on faisait avec le couteau, je bloque ici pour veiller à ce qu'il ne me coupe pas. Ma première possibilité, c'est de faire ceci. Observez que je vais faire comme si je le coupais avec le pistolet. Et ensuite, je ferai l'attaque 4 et je tirerai en me déplaçant vers l'arrière. Nous allons le voir. C'est la première application de 1.4.12 avec pistolet. Maintenant, il va m'envoyer une attaque 4 et il va saisir mon pistolet. Il va le faire de cette manière. Ce que je ferai alors, ce sera le saisir comme ça et sortir mon arme secondaire, mon couteau, et le couper comme ça. Je pourrai ainsi sortir mon pistolet. Observez comment nous pouvons travailler avec deux armes. Nous allons faire le 1.4.12 avec deux armes. Nous avons un pistolet et un couteau, mais en réalité, ça ne change rien. Pour terminer, j'aimerais vous dire quelque chose à propos de la sécurité dans l'entraînement. Avant tout, ce que nous avons travaillé jusqu'à présent, nous l'avons fait avec des outils sûrs. Tout était en plastique. Ne vous entraînez jamais avec une arme réelle. Ne croyez pas qu'il existe des choses qui puissent vous protéger des couteaux. N'utilisez pas des armes avec tranchant. Même si vous pensez qu'une arme est peu aiguisée, elle peut blesser votre camarade. Il faut utiliser des outils spécialement conçus pour l'entraînement. Votre sécurité et celle de votre partenaire sont fondamentales. Une autre chose importante, c'est que si vous voyez que votre camarade ou vous-même saignez en n'importe quel endroit du corps, c'est un signe préoccupant et vous ne voudrez pas le sentir de nouveau. Ne vous entraînez jamais avec une arme à feu réelle. Ne vous entraînez jamais avec un vrai couteau. Souvenez-vous que tous les pistolets sont chargés et que tous les couteaux sont aiguisés. Rappelez-vous ces règles simples. L'acier coupe la chair. On ne peut changer la règle numéro 1. À moins de porter un costume bleu avec un S rouge au milieu, il faut appliquer les deux premières règles. Souvenez-vous, quand vous vous entraînez, ne tenez pas le couteau comme ça. Quand vous vous entraînez, n'utilisez pas un vrai couteau. Pour terminer, je vous dirai qu'il faut vous entraîner de manière sûre. Utiliser un couteau n'est pas une science exacte. C'est quelque chose que tout le monde peut faire. Vous aussi pouvez le faire. Merci.